sujet aujourd'hui, deux sujets très liés. D'ailleurs, à l'origine, jusqu'à il y a un quart d'heure encore, j'avais tout dans la même présentation, puis je l'ai découpé en deux, ça me permettra de faire une pause. Le premier sujet, c'est la notion de domaine public, et le second, la notion de bibliothèque numérique. Vous savez bien que les bibliothèques, à la fois, prennent et conservent tout ce qui est du domaine public, participent à la construction d'un domaine public et d'un bien commun des documents, et font œuvre de sauvegarde du patrimoine. Donc, la première partie, c'est en fait sur ce qu'est le domaine public. On va essayer de travailler autour de trois termes: le terme domaine public, le terme patrimoine et le terme des biens communs. Donc vous voyez ces trois termes liés, on va essayer de voir à la fois ce qui les distingue et bien évidemment ce qui les rapproche, ce qui fait qu'ils appartiennent au même cours et qu'ils appartiennent à fondamentalement le même usage fait par la société d'éléments collectifs. Le titre, c'est « Sur les épaules des géants ». C'est la phrase qu'a utilisée Newton, à qui on demandait comment avait-il fait pour inventer, pour mettre au point toutes les formules et tout le travail de physique qu'il a fait. Et il a dit, en fait, je n'ai pas tout fait, j'ai été monté sur les épaules des géants qui m'ont précédé, c'est-à-dire de tous les gens dont il a pu utiliser le calcul mathématique, les expériences, toutes les fondations à sa propre pensée. Il les a pris sur les autres, il n'a fait que rajouter sa pierre. Quelque part, la notion de domaine public renvoie à ça, c'est-à-dire comment un créateur, même un génie comme Newton, peut s'appuyer sur les épaules des géants qui l'ont précédé. Et pourquoi cette notion de domaine public est absolument essentielle de ce point de vue-là pour permettre les créations nouvelles. Alors, pour essayer de donner une définition du domaine public, vous allez voir qu'il y en a plusieurs, je vais en donner plusieurs successivement. J'ai décidé de commencer par celle qui est la plus large et la plus ouverte possible. C'est celle qui est en tête d'un manifeste assigné qui s'appelle The Public Domain Manifesto. Je ne peux que vous conseiller d'aller le signer, donc qui est disponible sur le web et qui a été mis au point par Communia, c'est-à-dire un des projets de la communauté européenne, financé par la communauté européenne plutôt, qui essayait de définir ce qu'est le domaine public et d'essayer de voir comment on pouvait le mettre en œuvre et le défendre. Donc la définition qu'ils en donnent, c'est en fait toutes les informations qui sont accessibles et utilisables sans les obstacles associés habituellement au droit d'auteur ou au copyright. Donc c'est une définition qui est très large, qui montre aussi que les œuvres appartiennent d'abord au domaine public et pendant une partie de leur vie, elles sont soumises à des règles de propriété. Mais que la destination des œuvres, une bonne fois pour toutes, c'est d'appartenir au domaine public, et ça n'est qu'un épisode court, qui a été plus court. On va voir tout à l'heure que justement le fait d'allonger en permanence la période de propriété est assez désagréable pour justement être la capacité des gens à monter sur les épaules des géants, d'autant qu'aujourd'hui des géants, il y en a beaucoup qui malheureusement sont dans un système où il y a malheureusement, plutôt heureusement, une augmentation de la production de culture, de la production de connaissances. Alors, on dit que le domaine public, c'est la matière première qui est disponible uniquement pour son simple coût de reproduction. Donc, ça permet à la fois l'accès public. L'accès est un des éléments essentiels du domaine public. C'est vrai du domaine public non culturel ou non de la connaissance, comme par exemple les plages. Vous savez que sur les plages, il y a toujours une bande littorale qui est accessible à tout le monde, qui est au domaine public et sur laquelle on ne peut pas enfermer les gens dans des propriétés privées. L'autre aspect, c'est que le domaine public permet la réutilisation. On peut toujours, vous pouvez demain décider de prendre Victor Hugo et de le mettre sur votre blog, votre site web, d'en faire un fichier EPUB pour en faire un livre numérique et même de le vendre. Vous avez le droit de vendre Victor Hugo, qui appartient au domaine public. Ce qui est important, c'est qu'il existe toujours des systèmes d'accès gratuit à tout ce qui appartient au domaine public, pour les gens qui ne peuvent pas acheter le Victor Hugo que vous avez réédité, et y compris pour vos concurrents. Si vous avez édité Victor Hugo, vous n'allez pas pouvoir le vendre cher parce qu'en fait, si vous le vendez cher, quelqu'un d'autre à côté va rééditer Victor Hugo moins cher et c'est lui qui emportera le marché.
Donc l'existence d'un domaine public, c'est la garantie non seulement qu'il y a des institutions qui vont permettre l'accès, mais aussi qu'il y a un système marchand avec une concurrence qui va faire baisser les prix, qui va favoriser la démocratisation de l'accès aux œuvres culturelles du domaine public, justement par un système, y compris marchand. Donc on a deux en fait, éléments positifs qui viennent à partir de l'existence du domaine public. L'autre aspect, c'est que cette matière première est disponible sans autorisation. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Moi, la première fois, je vais raconter une histoire, la première fois que j'ai entendu parler du domaine public, je préparais le concours de bibliothécaire, enfin le certificat professionnel qui s'appelait à l'époque le CAFB. Et il y avait au programme « Endetté comme une mule », le livre de Eric Losfeld, où il raconte son histoire d'éditeur, sa vie d'éditeur. Et il raconte qu'au sortir de la guerre, il allait à la Bibliothèque nationale avec son papier, son crayon, et qu'il demandait des œuvres rares. Sa spécialité, ça a été les œuvres érotiques. Il a eu pas mal de condamnations dans les années 60. C'est lui qui avait publié Barbarella. Enfin bon, dans les années 60, on était très pudibond sur ce qu'on appelait les œuvres érotiques. Mais donc, dans les années 45, au sortir de la guerre, c'était encore pire. Et il demandait des livres, il les recopiait au crayon sur ses papiers, puis après il allait les imprimer, et il a monté sa maison d'édition comme ça, en revivifiant des œuvres du domaine public. Il n'avait l'autorisation à demander à personne, et il avait juste parfois à subir les foudres de la censure. Voilà. Le dernier aspect du domaine public de la culture, c'est le respect du droit moral, qui lui est inaliénable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas publier Victor Hugo en disant que c'est de vous. Vous avez le droit de le republier, vous avez le droit de tout faire, mais ça reste de Victor Hugo. Donc on voit bien que la propriété est l'exception dans la durée de vie des œuvres. Globalement, cette exception est limitée dans le temps. C'est ce qu'on a toujours essayé de mettre en place, une limitation dans le temps. Ça existe depuis la toute première loi sur le droit d'auteur,